À près de 10 000 km de Bordeaux, un champ de lave à perte de vue. Par ce caprice minéral, la nature nous montre qu'il ne faut pas trop la chatouiller. Nous sommes à La Réunion, là où la lave en fusion ruisselle jusqu'à l'océan Indien. Un paradis de biodiversité qui nous rappelle à quel point la beauté de notre monde est fragile. Avant d'aborder les défis qui bouleversent l'environnement planétaire, j'ai eu envie d'un petit bain. Histoire de mieux comprendre pourquoi Jean-Marc Gansil a quitté Bordeaux. Jean-Marc a eu plusieurs vies et son nouveau job fait rêver. Il observe les cétacés. Salut Jean-Marc. Salut Arnaud. Enchanté. De même, bienvenue à Saint-Gilles. Ouais, merci de m'accueillir dans ton nouveau chez toi. Pas mal, hein? Ah ouais, il y a pire. Écoute, on va pas trop tarder parce que je revois que les conditions météo risquent de se dégrader un petit peu avec une entrée de vent par le nord. Là, on est parti pour la matinée. Les membres de l'équipe sont dans le bateau, je vais te les présenter. Allez, go. Globis est une ONG engagée dans la conservation des cétacés. Si vous voulez observer sans les gêner des dauphins, des baleines à bosse ou même des cachalots, vous êtes au bon endroit. Pour cette sortie, avec de la chance, nous aurons l'image et le son. Là, au fond, là-bas. Là, au fond, oui. Un peu plus loin. Je n'osais pas y croire, mais à quelques milles du rivage, le miracle se produit. Quand elle a sorti sa tête, Elle va aller chercher de l'air. Sa tête, elle va respirer. une baleine et son petit goûtent la liberté dans un balai aquatique saisissant. Les baleines arrivent d'un voyage de plus de 5000 km depuis l'Antarctique. Elles séjournent à La Réunion de mi-juin à mi-octobre. C'est quand même génial, hein, quand tu es passionné et que tu as l'occasion au moins, je sais pas, une fois par semaine, 2 fois peut-être, d'aller les voir de si près. En saison baleine, on est quasiment tous les jours sur l'eau, hein. Notre objectif, c'est justement aussi de comptabiliser le nombre d'individus qui, chaque saison, viennent mettre bas ou s'accoupler sur les côtes réunionnaises. Et on estime aujourd'hui que les populations de baleines à bosse se sont globalement reconstituées au niveau d'avant la chasse intensive. On s'en réjouit, mais ça reste fragile. C'est quoi le plus beau moment? Je me doute qu'il doit y en avoir des milliers, mais tu as un moment où tu te dis, tu as été complètement émerveillé. Ma première mise à l'eau sur une baleine, c'était un mouvement assez exceptionnel où j'ai croisé son regard sous l'eau et j'ai l'impression qu'elle était aussi curieuse que moi de m'observer. L'équipage prend des images et relève leur position. Puis, nous nous dirigeons vers un autre spot, dans le sillage des dauphins que nous allons écouter grâce à un hydrophone. En associant une espèce à un son, un clic, un sifflement, on va pouvoir ensuite permettre une détection à partir de l'acoustique. Ça veut dire qu'on ne sera plus nécessairement obligé de les voir pour dire on est en présence de telle espèce. On commence à entendre que les dauphins étaient loin, ils vont arriver sur nous. Ah ouais, on entend des... Ça y est, ils arrivent. Ah ouais. Génial. Quand tu entends des baleines, ça doit être... Ça te prend, là c'est des clics ou des sifflements tout légers. Les chants de baleines, c'est des choses qui te prennent dans le corps et que tu peux entendre à des dizaines de kilomètres quoi, avec des outils pareils. Donc c'est des chants encore beaucoup plus puissants. Les dauphins sont loin de nous. C'est la magie de ce micro ultra sensible avec lequel Globis surveille l'état de leur population. On n'est jamais aussi utile et efficace que quand on est au contact de ces animaux afin de mieux comprendre à la fois leur écologie, mais aussi ce qui les menace. Après ses études à Paris, Jean-Marc a parcouru l'Asie avec sa femme et leurs 3 enfants. Avec l'an 2000, il a pris en main la communication d'un grand opérateur des télécoms à Bordeaux. Mais le greenwashing de l'époque ne suffisait plus à sa conscience.
La Réunion, c'est ce qu'on appelle un hotspot de biodiversité, c'est-à-dire un lieu où se concentre tout un tas d'atouts, de potentiel par rapport à une notion qui m'est aujourd'hui extraordinairement chère, c'est-à-dire le vivant, la vie sauvage. Et donc le fait d'être ici sur une île qui me permet d'être aux côtés des baleines, des dauphins, des cétacés tous les jours, je n'osais même pas l'imaginer dans le meilleur de mes rêves. On a besoin de penser des solutions pour demain, de penser des façons d'agir si on veut avoir des chances de s'en sortir de cette situation un peu ubuesque dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui par rapport à l'effondrement de la biodiversité, à la crise climatique, aux tensions sociales que tout ça génère. Après, évidemment, quand on a des convictions très tranchées, quand elles sont parfois provocatrices, même involontairement, lorsqu'on se dit qu'on est vegan, comme c'est mon cas, ça renvoie un message à celui qui ne l'est pas et qui, quelque part, se sent presque obligé de se justifier. Et c'est en discutant qu'on peut trouver des points communs. En 2007, Jean-Marc a créé Darwin, mais ça, nous y reviendrons. Et en 2018, il a jeté l'ancre ici pour faire le point sur sa vie et profiter de la nature qu'il craint condamner. Avec sa famille, il est arrivé à La Réunion sans y avoir d'attache, pour comprendre cette terre colonisée par l'homme il y a seulement 3 siècles. L'un de ses amis, Fabien Brial, est géographe, historien et très attaché à la Nouvelle-Aquitaine. Il a une case qu'on peut cocher, Nouvelle-Aquitaine. Les néo-aquitains sont un peu partout dans le monde, comme les Basques, on les retrouve un peu partout, et à La Réunion aussi. Ça, c'est fait. Bon, du coup, quand on vient comme nous, métropolitains, est-ce qu'il y a des choses à décrypter sur l'histoire de La Réunion, des choses à savoir? Cette île était au départ inhabitée. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont venues volontairement et d'autres qui sont venues involontairement ici par le biais de l'esclavage. Et donc, qui ont été en fait déracinés par rapport à là où ils étaient auparavant. Et ils ont toujours vécu cet espace océan Indien qu'on a derrière comme étant une espèce de barrière et de limite. Et donc, c'est des personnes qui, lorsqu'ils cherchent à acquérir la liberté, ne vont pas aller au-delà de la mer parce qu'ils ne savent pas naviguer, mais vont aller au contraire à l'intérieur de la montagne. Et donc, il y a une espèce d'inversion, j'allais dire, du regard qui est tourné vers l'extérieur. Fabien a d'ailleurs publié un recueil de cartes. Les Européens qui arrivent, les premiers, et puis qui amènent ensuite les esclaves, etc., ils vont peupler l'extérieur de l'île. Et donc, tu vois, ces cartes-là, avec ce qu'on appelle un blanc cartographique au départ, c'est-à-dire que l'intérieur de l'île, il n'est pas connu, et puis on s'en fiche un petit peu. Par contre, tu vois que les littoraux sont très très bien dessinés, très bien découpés, et on voit ici et là les différentes maisons dans lesquelles ils sont. On va donc avoir une toponymie d'origine européenne sur la totalité de la périphérie de l'île, sur les côtes, en opposition avec une toponymie d'origine malgache majoritairement sur l'intérieur de l'île qui correspond en fait à ces marrons, ces esclaves malgaches qui ont fui à l'intérieur de l'île et qui ont nommé l'intérieur de l'île, comme par exemple on peut le voir au début du XXe siècle avec l'arrivée sur les cartes topographiques de la mention des noms de Salazi, Silaos ou Mafat, qui sont des noms malgaches. Et là, on voit déjà sur cette île au début du XXe siècle que la population n'est plus seulement concentrée sur la périphérie, même si elle est encore majoritaire, mais qu'on a aussi commencé le peuplement à l'intérieur. À l'intérieur des terres, justement, la végétation est d'une infinie richesse. Et comme ici, la plupart des communes se nomment Saint quelque chose, nous traçons de Saint-Gilles vers Saint-Philippe. Direction le jardin des parfums et des épices, sur une coulée volcanique de 800 ans, dans une zone inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Patrick Fontaine a créé cet Éden en 1989. Alors là, il y a une plante qui est folle. C'est l'une des rares fleurs noires de la planète. Et c'est vrai qu'elle est très belle, très complexe. On voit des sortes de moustaches, on voit les sépales là, on voit les fleurs, les fruits au même moment. Et qu'on appelle la fleur chauve-souris, ça dit ce que ça dit, hein. C'est très très imagé, qu'on appelle aussi taka. On voit bien là les... Elle a des vertus, celle-là particulière ou... Je pense la vertu, c'est vous la regardez, elle est belle et ça vous donne envie de vivre. C'est déjà pas mal quand même. Voilà. 1500 espèces de plantes à parfum, médicinales et d'épices cohabitent ici. Alors, il ne faut pas s'y méprendre, on n'est pas dans un jardin botanique ici. Non, c'est pas un jardin botanique, mais il y a tellement de diversité, effectivement, qu'on peut le croire. Mais c'est bien un jardin en agroécologie, en agroforesterie. Et ici, on retire des tonnes de litchis, on retire des centaines de kilos de poivre, de muscade, de girofle et bien d'autres. Et derrière ça, on protège des insectes, des oiseaux et ainsi de suite. Tout ce qui peut vivre, bien sûr, autour.
ici, ce serait un régal pour toi. Tu pourrais te composer un menu matin, midi et soir. Oui, il ne faut pas réduire non plus tout à cette approche-là. Elle n'est pas monomaniaque, mais c'est déjà un très bel endroit. Et à côté de ça, il est en plus utile, essentiel. On est passé sur certains hectares à une richesse et une diversité qui nous permet d'obtenir infiniment plus de bienfaits à la fois pharmaceutiques, enfin de la pharmacopée végétale ou de fruits et de légumes. On peut en trouver dans une monoculture classique, intensive, qui va être exportée. Et c'est un exemple que beaucoup de gens viennent voir à La Réunion pour ça. Ça veut dire que l'autonomie est possible. On peut voir le côté positif du futur. L'autonomie, bien sûr, est possible à La Réunion. Et je pense même pour la population qui va être même à 1 million dans quelques temps, c'est possible bien sûr ici. Ce qu'il nous faut, c'est faire une agriculture différente. On est très mangeur de riz par exemple, et j'ai fait des parcelles un peu plus loin, on commence à expérimenter, on va dire ça à La Réunion. On peut en produire, pourquoi on ne le fait pas ? Je dirais vraiment, je le dis assez souvent, qu'on est vraiment pris de cécité. On ne voit plus notre environnement. On ne voit plus le bienfait que ça nous apporte. Et là, on a encore un super exemple. Ah oui, là, c'est le jacquier, c'est le légume, c'est le fruit, c'est le bois. C'est des remèdes aussi, bien sûr, ça. C'est du fourrage pour les animaux. Quand c'est mûr, on mange des gousses à l'intérieur, très sucrées d'ailleurs. On mange des graines, bouillies, ça a le goût des châtaignes. Le bois est un putrescible jaune, on fait de beaux petits meubles avec ça. On retient une teinture à partir de son bois et je peux vous en donner encore. On a une nature qui est très généreuse, mais gardons cette nature-là et surtout les savoir-faire. On s'éloigne trop de tout ça, on va dire. Et du coup, tu parlais de plantes médicinales. Est-ce que tu aurais un truc contre les brûlures de peau ? Oui, je peux t'en trouver. Il n'y a pas de problème. Et normalement, ça donne un teint un peu plus atténué et moins rose. Dans ce jardin, Jean-Marc est en phase avec sa vraie nature, le respect de la vie. C'est son sens de l'évolution, son clin d'œil à Darwin. Ah oui, Darwin. En 2007, avec son ami Philippe Barre, Jean-Marc s'est lancé un défi un peu dingue. Transformer une friche industrielle en incubateur d'initiatives écologiques, urbaines et citoyennes. Là-bas, il y avait une épicerie, il y avait des bureaux, il y avait il y a eu un festival, il y a eu... Absolument. Ça a fait beaucoup parler. Alors au début, on est parti sur une idée relativement simple. On voulait tout simplement avoir des bureaux qui nous ressemblent et dans ces bureaux, avoir des éléments de convivialité, des services qu'on ne trouvait pas ailleurs. Ça a commencé par effectivement imaginer un restaurant et finalement c'est devenu le plus grand resto bio d'Europe. Et puis on a aussi voulu un lieu où on puisse pratiquer du sport, où on puisse accueillir des artistes. Et là c'est fondé, a émergé un énorme skatepark indoor dans un ancien hangar et c'est devenu un haut lieu des sports urbains maintenant à Bordeaux. Tout le monde le connaît, ce skatepark. Et voilà, tout ça, ça a attiré du monde, ça a attiré des nouveaux projets, ça a attiré des initiatives, ça a attiré des gens qui ne trouvaient pas des lieux pour développer leur propre vision, leur propre démarche à Bordeaux. Et tout ça, ça a été comme un énorme aimant de projets positifs et alternatifs. On a initié une dynamique qui a fait boule de neige et qui a effectivement, je crois, changé Bordeaux à sa façon, puisqu'il y a un avant Darwin et un après Darwin pour beaucoup de Bordelais, pas tous évidemment, pas être prétentieux non plus, et on en est relativement fiers, même si on est loin d'avoir résolu tous les problèmes qui se posent à nous. Pour Jean-Marc, l'après-Darwin, il est ici. Sur ce caillou de 2500 km², 4 fois moins grand que la Corse. Mais d'ici, il continue à observer l'évolution de la Nouvelle-Aquitaine. Au-delà du pote qui est parti, Jean-Marc, dans l'écosystème, en tout cas dans la vie politique en Nouvelle-Aquitaine, a toujours posé des sujets de manière assez tranchante, mais en tout cas des débats qui doivent avoir lieu. Et est-ce qu'on a envie de répondre au téléphone quand il appelle en plein hiver qu'on est à Bordeaux et qu'on sait que quand on va décrocher, on va voir des palmiers derrière ? Il a osé bifurquer. Et franchement, tout le monde ne le fait pas. Et quand il m'appelle, au-delà des palmiers, c'est à ça que je pense. Tu as aligné un peu ce que tu avais envie de faire et tes rêves, tes convictions et ton combat pour le vivant, tu l'as aligné avec un projet de vie nouveau. Et on sait tous que c'est pas simple. Surtout, on n'a plus 20 ans, enfin, ni Jean-Marc ni moi. On a une famille, on a des enfants, etc. C'est pas le moment le plus simple de la vie de le faire. Et quand il m'appelle, je pense surtout à ça. Je pense surtout à une forme de courage de s'émanciper aussi d'une sorte de confort.
Ça a été un dilemme. En l'occurrence, à La Réunion, si loin, à 10 000 km de mes proches, de mes amis et de ma famille. Bon, voilà. Par contre, s'occuper des baleines, on va dire, en métropole, c'est un peu plus compliqué. Jean-Marc a beau faire des efforts pour imaginer un avenir plus équilibré en matière d'environnement, il n'arrive plus à y croire. C'est le terrible message que portent ces deux livres, Ne plus se mentir et Carnage. Aujourd'hui, on a une société, un système qui vise souvent à nous nourrir d'illusions, à diffuser un peu de la pensée magique, à nous entretenir dans un certain confort. Tout ça pour qu'on ait bonne conscience à finalement ne rien changer à ce qui nous détruit progressivement. Mes idées sont dures, souvent radicales, souvent tranchantes, parfois même un peu dures à lire ou à entendre. En revanche, je suis, je l'espère en tout cas, même si parfois ce n'est pas toujours le cas, extrêmement bienveillant et tolérant avec les personnes qui peuvent s'en saisir. Mais t'es optimiste quand même ou pas? Non, je suis très pessimiste, mais ça ne m'empêche pas d'agir et de faire ce que j'estime juste et digne de faire aujourd'hui pour continuer à pouvoir me regarder dans la glace. En tout cas, il faut profiter des embruns qu'on a là. Voilà. Ça, c'est précieux. Absolument, ça c'est beau. Le poids du système économique est pour lui un frein au changement. Du coup, il préfère se recentrer sur d'autres messages. Respecter le vivant, arrêter de consommer de la chair animale. À La Réunion, ce n'est pas gagné. Et ce soir, je vais essayer de le prendre au mot. Voilà, on va passer aux choses sérieuses. Salut! Messieurs, bonjour. Salut Vincent. Salut. C'est quoi, c'est ta cantine? On le voit souvent. Qu'est-ce que t'aimes bien manger, toi? Bah écoute, moi depuis 5 ans, j'ai fait le choix de ne plus manger aucune chair animale, que ce soit du poisson ou de la viande. Et du coup, je cherche de la diversité dans les légumineuses, dans les légumes, dans les fruits, dans les céréales. Et je trouve ici tout ce dont j'ai besoin. On peut très bien trouver plein de possibilités pour ne pas manger de viande. Là, par exemple, on a une purée de poivrons qui a été mixée avec de la mélasse de grenade et de la noix, donc c'est gourmand. Et est-ce que tu t'appuies, c'est ça que je me demande aussi, est-ce qu'il y a des produits réunionnais dont tu te sers? Et est-ce que justement les Réunionnais aussi mangent local? Oui, déjà on a des espèces endémiques avec lesquelles on se nourrit. Toutes les sortes de bread, ce qu'on appelle un bread ici, c'est une plante très végétale qu'on fait cuire, un petit peu comme l'épinard ou la blette en métropole. Tout ce que tu trouves en métropole, globalement, tu vas le trouver ici. Et puis bien sûr, une variété de légumineuses aussi, qui agrémente le plat typique réunionnais, quoi. Oui, avec le grain. Le grain, ce qu'on appelle le grain ici, c'est effectivement... C'est pas la pluie? Non, c'est pas la pluie, et ça peut arriver aussi. Bon, nous, du coup, Nouvelle-Aquitaine, moi, je suis plutôt sud-ouest, donc j'avoue que la viande, je suis amené quand même à en croiser. Mais je suis pas contre découvrir de nouvelles choses. Hein. Mais ouais. Du coup, qu'est-ce que là, tu pourrais nous proposer? Je vous fais une petite assiette végétalienne, donc, parce qu'il n'y a absolument pas de produit animal dedans, donc ni beurre, ni lait, ni produits carnés. On commence? Ouais, avec plaisir. Tu te sens mieux, toi, depuis que tu as fait ce choix-là, physiquement? Je viens de faire une analyse de sang et je n'ai aucune carence. Et je peux t'assurer que ce soit au rugby, que ce soit en montagne, en randonnée, que ce soit dans le lagon en nageant, je n'ai jamais ressenti de fatigue spécifique. Je me sens aussi bien qu'avant, voire mieux. J'ai vraiment l'impression d'être moins chargé, moins lourd. On vit très bien sans produits animaux, ça c'est sûr. Moi, je peux plus poser de questions parce que j'ai l'eau à la bouche. Je vois le plat. À table. Penser autrement son rapport au monde et aux êtres vivants, c'est une philosophie de vie qui fait son chemin dans l'océan Indien. Et pour Rodolphe, un ami de Jean-Marc, la Réunion peut éveiller les consciences. On est sur une île qui est extraordinaire, clairement, mais qui est loin d'avoir actualisé ses potentiels. Parce que ça pourrait être vraiment un pilote mondial sur plein de sujets, sur l'éducation, sur l'écologie. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait produire le monde de demain ici. Un oasis
dans ce monde chaotique. On est très différents. Lui, là, il est porté vers tout l'environnement intérieur de l'être, la spiritualité, la conscience, la méditation. Moi, spontanément, pas du tout. C'est un passeur de lumière. Toi, tu y étais sensible, la cause animale, la protection des cétacés, c'est quelque chose qui te parle, que tu connaissais avant, que tu as peut-être plus découvert à ses côtés ou Je vais faire une confession pour le coup. Donc j'ai grandi une partie de ma vie à l'île de la Réunion quand j'étais plus jeune. Et j'allais chez des membres, des amis de ma famille, où il y avait des chiens qui étaient attachés, qui n'étaient jamais lâchés. Et ça ne m'était jamais venu à l'esprit que c'était quelque chose de grave. Après, il y a eu l'avancée des sciences, des neurosciences, et on sait très bien maintenant que les animaux sentent, ressentent, sont dotés de conscience dans une certaine mesure. Et je me suis dit, mais on vit dans un monde de fous. Si on pouvait replacer la compassion au centre de la société, comme une éthique compassionnelle, eh bien c'est là où on changerait radicalement la donne. Comme dans un jeu de piste, je suis la trace des animaux marins qui peuplent les murs d'un parc urbain situé à Le Port. Ils sont magnifiques et dessinés par un artiste que la nature inspire, Gorgone. Ça me rappelle un peu Darwin. Son atelier est installé dans une friche culturelle aménagée par la ville. Et clairement, tout est là pour peindre la vie en XXL. On s'est rencontrés sur une expo. Oui, alors d'abord une expo que faisait Fred au port, hein, assez magistrale, avec des sculptures de caudales de baleines en grandeur nature, en taille réelle. Du coup, je les ai présentés un peu comme des vestiges qu'on pourrait trouver au fond d'océan. Et donc du coup, c'est pour ça que j'étais resté vraiment sur des sculptures, elles étaient toutes blanches, épurées, dans une pièce qui était plongée dans le noir total, comme si on était dans un fond marin. Il y a un vrai travail de fresque, un travail urbain, où, à commencer par ici, ces grands dessins sur les façades. Est-ce que c'est un moyen aussi de témoigner et de faire passer ces idées dans la rue ? C'est sûr que tous mes travaux sont en général faits dans des quartiers plutôt défavorisés, des quartiers où la vie est plutôt compliquée. Et donc mon but, c'est vraiment ramener donc, cette nature, la couleur justement, comme tu dis, dans ces quartiers-là, dans ces endroits-là où on n'y a plus accès, où on n'a plus le droit de rêver, où on n'a plus le droit de voir la nature, où on ne sait même plus ce que c'est réellement, à part à travers un écran de télé. Il y a aussi besoin de faire en sorte que ceux qui sont très éloignés de cet univers le comprennent, l'apprécient et aient envie de le protéger. La connaissance qu'on a, elle n'est pas faite pour être gardée dans des dossiers, dans des tiroirs, lus par quelques-uns. Si on fait ce boulot, c'est pour que cette connaissance serve à la préservation. Et donc, plus elle sort de l'association, plus elle sort des colloques scientifiques, plus elle touche un public varié et mieux c'est. Le cirque de Mafate, c'est un monde à part, hors du temps, où on vient se dépenser pour mieux se ressourcer. C'est dans la culture ici de venir randonner, bivouaquer et tout ça. Ouais, c'est complètement dans la culture. On croise tout type de personnes sur ces chemins. Et c'est vraiment une source d'émerveillement permanent, quoi. Regarde, c'est dingo. Regarde ce point de vue, quoi. On dirait le Machu Picchu. Ouais, il y a un petit côté... Je suis jamais allé, mais... Oui, mais c'est vrai, moi aussi. Ça me fait penser au Machu Picchu. Ici, c'est... Faut pas glisser, par majestueux, vraiment. Non, faut pas glisser, non. Tu le faisais quand tu étais en Nouvelle-Aquitaine, aller, je sais pas, randonner en famille, avec tes enfants. C'est un truc que tu as découvert ici ou que tu faisais un peu avant déjà? Non, on fait beaucoup de randonnées en famille depuis longtemps. Mais c'est vrai que c'était moins pratique à Bordeaux pour aller dans les montagnes. Il fallait tout de suite prendre la voiture, rouler jusque dans les Pyrénées si on voulait trouver du relief. Et la diversité des points de vue, des espaces qu'on peut trouver ici. Et puis, on dit souvent à La Réunion... Vous n'avez pas de saison, ce qui est faux, puisqu'on a un été et un hiver, mais on a surtout des dizaines de microclimats qui permettent de passer en une journée presque de l'été à l'hiver, à l'intersaison, à l'automne, au printemps. C'est quand même génial d'avoir ça, de te dire que ça peut être ton week-end, ton activité du week-end. C'est exactement ça.
Et toi, c'est important, ça te reconnecte aussi dans toutes tes réflexions? Oh, ben, oui, marcher, c'est une forme d'introspection aussi. On réfléchit, c'est propice au calme, à la sérénité, et puis à une pensée qui est peut-être un peu plus apaisée du coup. Forcément. Alors, si t'es pas apaisé ici, il te faut une ordonnance, je pense. Bon, tu m'as choisi un endroit pas trop mal pour finir. Ben, tu vois ça? C'est sublime. Un point final. Merci beaucoup, j'étais vraiment content de te rencontrer. Je t'avoue que je te connaissais, j'ai suivi, étant à Bordeaux, ton combat, ton Darwin, j'ai suivi tout ça. Et j'avais un avis, en ayant notamment lu tes livres, de quelqu'un d'assez rude, radical. Je craignais un peu ça. Et puis au final, j'ai rencontré quelqu'un, tu as des idées, des convictions, mais tu les partages hyper bien et j'ai découvert beaucoup de choses. Donc merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ravi que tu arrêtes de manger des animaux, Derama. On verra ça.